Bonjour à toutes et tous encore. Merci pour votre patience. J'espère que vous entendez correctement. On est ravis d'être là avec Agnès. Peut-être qu'on peut se représenter rapidement pour les personnes qui réintègrent la conférence en cours de route. Donc moi, je suis Alice Denis, je suis psychologue clinicienne et responsable du soutien psychologique et de l'inclusion à la Maison Perchée. Et parallèlement à mon activité au sein de la Maison Perchée, j'exerce aussi en tant que psychologue au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et du coup, Agnès, je te laisse peut-être te représenter. Et moi, je m'appelle Agnès Indono. Je suis père aidante volontaire, c'est-à-dire bénévole au sein de la Maison Perchée. Je suis aussi productrice d'un podcast qui s'appelle Borderline, qui est un podcast de partage de savoir expérientiel, où j'accueille aussi des pros de l'accompagnement du TPB. Je suis formatrice au premier secours en santé mentale et je suis en voie de professionnalisation pour être médiatrice de santé père. Donc pour vous expliquer un petit peu notre intervention d'aujourd'hui, l'objectif de notre venue, c'est de présenter non pas une recherche ou un travail de recherche, mais vraiment une association, donc la Maison Perchée, pouvoir présenter en quoi ce qu'on propose au sein de la Maison Perchée à travers deux axes. Donc premier axe, la pérédance non professionnelle, et deuxième axe, un dispositif qu'on appelle les perchoirs, qui sont un groupe de parole, en quoi voilà, tous ces outils-là s'inscrivent dans le rétablissement pour le trouble de la personnalité borderline. Donc, on va un petit peu diviser en deux parties cette présentation. Moi, je serai plutôt en charge de la première partie, c'est-à-dire la présentation de l'association et notamment du parcours d'initiation à la pérédance non professionnelle qu'on propose au sein de la Maison Perchée, notamment pour des personnes qui sont concernées par un trouble de personnalité borderline. Et du coup, Agnès, je te laisse expliquer peut-être toi la partie que tu présenteras. Moi, je vous parlerai donc un peu plus des bénéfices et aussi des limites à travers les groupes de parole dans le rétablissement du TPB dans le cadre de la Maison Perchée. Et aussi, si vous le souhaitez, du coup, un partage de savoir expérientiel sur mon rétablissement du trouble borderline. Voilà, et des questions et des ouvertures sur ces sujets-là, si vous le souhaitez. Donc, pour vous présenter un petit peu l'association, alors je prends mes marques sur le PowerPoint. Je ne sais pas comment passer les slides. Je pense que c'est bon. La Maison Perchée, c'est une association qui se présente en fait comme une communauté d'entraide de personnes concernées, et plus précisément des jeunes adultes entre 18 et 40 ans, concernés par des troubles psychiques. On a décidé de se spécialiser sur l'accompagnement de certains troubles psychiques. Je pourrais vous expliquer ensuite pourquoi, tout comme l'âge, on a décidé de cibler sur une tranche d'âge en particulier. Les troubles psychiques qu'on propose d'accompagner à la Maison Perchée, ce sont le trouble bipolaire, le trouble schizophrénique, le trouble schizoaffectif et, comme on en parlait à l'instant, le trouble de la personnalité borderline. Et la spécificité en fait de l'accompagnement qu'on propose au sein de la Maison Perchée, c'est que c'est un accompagnement uniquement basé sur la pérédance non professionnelle. Donc c'est ça qui est assez innovant dans notre approche. Voilà, on est non médicalisé, on reste quand même ouvert à toutes et tous, c'est-à-dire qu'on a des moments d'ouverture au grand public, justement avec un enjeu de déstigmatisation et de sensibilisation. Donc c'était important pour nous que ça puisse être un endroit quand même sur lequel des gens puissent se rendre pour s'informer et pour pouvoir avoir accès à de la déstigmatisation. On accueille du coup aussi beaucoup de proches de personnes concernées qui ont besoin de se renseigner et d'orienter leurs proches. Et donc, le choix de la tranche d'âge 18-40 ans, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on s'est aperçu que c'était un manque aujourd'hui dans ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'associations ou de structures qui vont plutôt regrouper une population un petit peu plus âgée, dans laquelle les jeunes adultes se reconnaissent moins, s'identifient moins et donc finalement vont moins se diriger vers ces structures-là. Donc, c'était un peu une pièce manquante du parcours de soins. Et puis surtout, l'âge 18-40 ans, ça représente pour beaucoup l'âge des premiers diagnostics, l'âge aussi des premières fois. Donc, par exemple, un premier travail, une première relation affective, avec de l'engagement, etc. Parfois des premiers déménagements, enfin voilà, un peu les premiers chamboulements de vie qui peuvent du coup aussi avoir un impact assez fort dans l'émergence du trouble ou en tout cas la prise en charge. Et c'était important pour nous de se spécialiser vraiment sur cette tranche d'âge. Et ensuite, les troubles accompagnés, tout simplement parce que la Maison Perchée a été cofondée
par 4 personnes, dont 3 personnes concernées par des troubles. Et donc, assez naturellement, la Maison Perchée s'est orientée vers l'accompagnement des troubles par lesquels étaient concernées les personnes qui ont cofondé la Maison Perchée. Du coup, je l'ai un petit peu expliqué, mais donc parmi les 3 missions de la Maison Perchée, il y a celle de soutenir les jeunes adultes euh, entre 18 et 40 ans et aussi leurs proches. Il y a la mission de déstigmatiser les handicaps invisibles. Donc, comme je le disais, on est aussi un lieu qui reste ouvert à toutes et tous. Et puis, on a d'autres missions aussi de déstigmatisation. Je vous en parlerai un petit peu plus juste après. Et puis, une dernière grande mission, c'est de contribuer à faire évoluer les pratiques en psychiatrie. Et donc, pour cet axe-là, de faire évoluer les pratiques en psychiatrie, on a notamment rédigé cet hiver un manifeste dans lequel on fait part justement de nos revendications sur les évolutions qu'on souhaiterait voir mises en place en psychiatrie, que d'ailleurs vous pouvez aller consulter si vous le souhaitez. Vous pouvez le retrouver aussi sur notre site. Et puis, concernant un peu toujours cette collaboration, faire évoluer l'écosystème psy, il y a eu plusieurs démarches qui ont été mises en place. On a rédigé des brochures, notamment avec un des partenaires qui était le GHU Sainte-Anne. Il y a eu des participations à des comités scientifiques. On est vraiment dans une approche de regard croisé, essayer de faire ensemble. Notre objectif, c'est pas de se dire qu'on peut tout faire et qu'on peut accompagner tout le monde, loin de là, parce qu'on sait que c'est pas possible. Mais c'est plutôt de se dire, essayons de se renseigner sur ce qui existe déjà entre acteurs et actrices de la santé mentale, et puis rapprochons-nous les uns des autres pour partager nos pratiques et puis voilà, renforcer la collaboration dans l'écosystème pour toujours mieux réorienter les personnes concernées. Et puis, concernant la déstigmatisation, on a plusieurs outils. Là, c'est un exemple, c'est la galerie d'art de la Maison Perchée, des œuvres qui sont créées par des membres ou simplement des visiteurs et visiteuses qui sont ensuite exposées à la Maison Perchée ou dans d'autres lieux publics. Ça permet vraiment de donner un accès via l'art, justement, à un peu les premières informations sur les troubles psy, briser aussi un peu les tabous. Et puis un autre axe, c'est qu'on fait pas mal de sensibilisation en entreprise. Donc justement, on sait que dans la prise en charge des troubles psy, il y a une importance de déstigmatiser en entreprise pour que les personnes concernées puissent avoir accès justement à un emploi. Et donc, on se déplace en entreprise pour changer un peu les représentations et montrer que les personnes concernées peuvent aussi complètement travailler et être on va dire des membres clés d'une entreprise. Donc voilà, c'est vraiment de plus en plus de demandes qui nous sont formulées pour venir témoigner dans des entreprises. Et ensuite, donc, concernant la Maison Perchée, une autre particularité aussi, c'est que c'est à la fois un lieu, donc comme je le disais, qui est basé à Paris, dans le 11e arrondissement, mais c'est aussi une plateforme en ligne. Et ça a d'ailleurs débuté comme ça, pendant le Covid. Et on s'est aperçu que finalement, cet aspect-là, en ligne, c'était quelque chose qui était vraiment très important, notamment pour les personnes de notre communauté qui résident en France, ailleurs que Paris, qui veulent pouvoir avoir accès à un accompagnement, qui veulent pouvoir échanger avec une communauté de personnes concernées, c'est-à-dire ça permet de rompre l'isolement, hein, des personnes qui seraient dans des régions où il y a peu de choses proposées, en fait là peuvent justement rejoindre tout un réseau de personnes concernées, peuvent aussi avoir accès à un accompagnement, donc ça c'était une chose précieuse. Et on s'aperçoit surtout que c'est une première étape souvent dont se saisissent les personnes qui veulent commencer à être accompagnées au sein de la Maison Perchée, qui finalement vont nous dire, en fait, moi, me rendre sur un lieu, c'est encore trop difficile. Être exposé à des interactions sociales, c'est encore trop compliqué, trop sollicitant en termes d'énergie sociale, ou c'est trop exposant. Ça va vraiment faire monter mon pic d'anxiété, etc. Et la dimension en ligne, ça permet, on va dire, une première un premier plongeon un peu dans la Maison Perchée, mais plus en douceur, parce que justement, je peux un petit peu aménager ça à mon rythme, depuis chez moi, je me sens plus en sécurité, plus à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Là, c'est juste une petite slide pour vous présenter notre lieu et rappeler qu'il est ouvert au grand public sur des horaires spécifiques. Donc voilà, c'est important de le savoir et de ne pas hésiter à venir nous rendre visite pour poser des questions. Et alors, j'en viens maintenant, on parlait de programme d'accompagnement, à du coup notre programme d'accompagnement qui s'appelle la Canopée. Et donc, c'est justement cette communauté de jeunes adultes concernés qui regroupe un grand nombre d'activités qui s'inscrivent dans une démarche de rétablissement et qui est basée
entièrement sur de la pérédance non professionnelle. Donc, c'est-à-dire que toutes les activités qui sont proposées sont soit animées par des intervenants ou intervenantes externes, mais qui ne sont pas des professionnels de santé, soit par des pervenants ou pervenantes non professionnels, donc des personnes qui ont été formées à la Maison Perchée, initiées, on va dire, à la pérédance. Donc voilà, toujours de cette approche, dans cette approche de personnes concernées pour des personnes concernées. Donc les prochaines slides, c'est un peu l'objectif de vous expliquer comment fonctionne ce programme d'accompagnement. On s'est aperçu, en fait, si on prend par exemple l'exemple du trouble de personnalité borderline, parce qu'on est ici pour parler des troubles de personnalité, que les personnes qui voulaient rejoindre l'accompagnement de la Maison Perchée avaient une sorte de... Enfin, suivaient quand même un cheminement dans cette démarche-là. C'est pas toujours évident justement d'aller demander du soutien, de l'accompagnement, de se renseigner, d'aller s'exposer aussi à des lieux où il y aura d'autres personnes qui seront là. Et donc, voilà, on a quand même observé que dans un premier temps, on a souvent des personnes qui viennent juste pour nous rencontrer, pour voir un petit peu comment ça se passe à la Maison Perchée, pour entendre parfois des témoignages. Et puis, progressivement, ces personnes-là, elles émettent le besoin de pouvoir participer justement aux activités qu'on propose. Et un peu la magie de la Maison Perchée, c'est qu'après avoir participé pendant un long moment, les personnes font souvent la demande ou en tout cas expriment le besoin de vouloir contribuer à leur tour et donc de pouvoir s'initier elles aussi à la pérédance non professionnelle. Et donc cette trajectoire-là, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de valoriser et d'étoffer à la Maison Perchée et qui s'inscrit vraiment en fait dans une démarche de rétablissement. On parlait tout à l'heure avec l'intervention précédente de trajectoire fonctionnelle aussi. Et ça s'inscrit vraiment là-dedans, c'est-à-dire comment permettre à une personne qui se présente à la Maison Perchée de pouvoir retrouver de l'autonomie, de pouvoir retrouver un sentiment d'utilité progressivement. Et donc, c'est vraiment dans ce cheminement de d'abord, je viens, j'observe, je prends mes marques, je me rassure un petit peu. Ensuite, je participe parce que j'ai besoin de me rétablir, j'ai besoin de comprendre aussi un petit peu quelle est la différence entre mon vécu brut, mon savoir expérientiel. Et puis, au bout d'un moment, ce savoir expérientiel, j'ai envie de le transmettre et de contribuer à mon tour. Les personnes qui arrivent du coup à la Maison Perchée, elles peuvent dans un premier temps explorer. On a plein d'outils qui sont à disposition, le podcast, euh, qui est vraiment un outil de déstigmatisation, le lieu en tant que tel. Et puis aussi, on propose des entretiens ponctuels et individuels avec des pères aidants et des pères aidantes qu'on appelle les NIE. C'est pas du tout un entretien de suivi, c'est vraiment comme si c'était un échange avec un père aidant ou une père aidante pour se renseigner, prendre des informations. Et puis voilà, se dire que notre premier interlocuteur ou notre première interlocutrice, en fait, c'est une personne concernée. Et quand on est concerné soi-même, c'est super important. Puis ça vient un peu changer du schéma habituel où quand je suis concernée, une des premières personnes à qui je vais avec qui je vais échanger, ça va peut-être être un soignant ou une soignante. Bah voilà, là, ça change un petit peu aussi les perspectives. Et puis, donc ça, c'était le podcast. C'était pour vous montrer un petit peu cet outil-là qui est assez précieux parce qu'en fait, il reproduit vraiment une sorte de mini-groupe de personnes, comme un mini-groupe de parole entre personnes concernées. Donc, c'est vraiment du témoignage et qui permet aussi, depuis chez soi, d'avoir l'impression un peu d'intégrer un petit groupe de parole sur une thématique ciblée. Et voilà, quand on n'a pas encore l'énergie d'aller échanger avec les autres, bah là, on peut se saisir du témoignage de certaines personnes et c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et donc, une fois que voilà, il y a eu cette première phase d'exploration, la personne peut intégrer le programme d'accompagnement, soit en ligne, soit en présentiel. Hein. Les activités, elles peuvent être toutes suivies en ligne ou en présentiel. En tout cas, on essaie vraiment de proposer au maximum par ces deux biais-là. Je vous parlais déjà des NIE tout à l'heure, donc ces échanges avec un père aidant ou une père aidante non professionnelle. On a l'outil des perchoirs, donc Agnès vous présentera bien plus en détail juste après. On a un chat en ligne, donc on appelle un Discord. C'est vraiment comme une énorme messagerie en ligne qui est organisée en plein de petits canaux de communication sur des thématiques spécifiques. Et en fait, sur ce Discord en ligne, donc ce chat communautaire, toute notre communauté peut échanger. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment ultra précieux pour des personnes qui sont voilà, pas forcément à Paris ou qui n'ont pas l'énergie de se déplacer ou parfois qui sont venus à la Maison Perchée, qui ont fait une activité, qui ont rencontré des gens et puis qui rentrent chez eux et se sentent seuls.
sont un petit peu en détresse, etc. et ont besoin d'échanger pour se sentir un peu rassurés et accompagnés. Et voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de cet accompagnement. On a bien évidemment des ateliers. Donc, ça peut être des ateliers de type créatif, ça peut être des ateliers sportifs, ça peut être des ateliers de socialisation, ça peut être des ateliers de un petit peu réinsertion professionnelle, on va dire. Il y a vraiment un grand panel. Et puis, on a également des événements qui sont organisés sur notre lieu, ouverts au grand public. Ça, c'est encore une fois pour permettre de déstigmatiser. On va avoir des regards croisés, par exemple. On va inviter des membres à venir avec leurs proches pour qu'il y ait des rencontres entre personnes concernées et entre proches. On va proposer à d'autres associations ou des acteurs et actrices de la santé mentale de venir présenter leurs contributions. Et on en arrive ensuite sur ce cheminement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, premier temps, observation, exploration. Deuxième temps, je participe, j'intègre la canopée, je bénéficie des ateliers, de l'accompagnement, etc. Au troisième temps, j'ai envie de contribuer à mon tour. J'ai envie peut-être de, on va dire, partager mon savoir expérientiel. On en arrive du coup à la paire aidance à la Maison Perchée, la paire aidance non professionnelle. Et donc, comment est-ce qu'elle se structure un petit peu? Nous, en tout cas, on les appelle à la Maison Perchée les ambassadeurs de l'espoir, parce que comme l'a montré tout à l'heure le témoignage de Hayden dans l'autre conférence qui a eu lieu, voilà, je pense que c'était assez fort et ça montre à quel point le témoignage de quelqu'un qui a traversé son parcours de rétablissement, c'est un élément précieux et tellement fort et tellement riche de sens, et notamment porteur d'espoir pour des personnes concernées. Donc nos pères aidants et pères aidantes peuvent en fait choisir entre un large panel de missions. Par exemple, Agnès qui est ici, quand elle a choisi de rejoindre cette initiation à la paire aidance, elle s'est dirigée vers le pôle des perchoirs, donc animer ces groupes de parole. Voilà, il y a plein de pôles spécifiques. Ça peut être des pôles sur le lieu, tenir la cafette, accueillir les gens qui rendent visite à la Maison Perchée. Ça peut être aussi de faire de la modération sur ce chat communautaire dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, toutes ces missions-là, elles vont vraiment engager la personne dans une posture de paire aidance, dans une posture de transmission de son vécu et de son expérience. Et donc, on s'aperçoit en fait que cette dimension de paire aidance non professionnelle, c'est un vrai vecteur de rétablissement pour les personnes concernées. C'est vraiment une approche qui en fait repose sur plusieurs principes. Déjà, le principe de l'espoir, c'est pour ça qu'on dit qu'on les appelle les ambassadeurs ou ambassadrices de l'espoir. C'est la démarche de la paire aidance non professionnelle, elle permet de redonner de l'espoir aux personnes qui rendent visite à la Maison Perchée et qui s'adressent à des pères aidants et pères aidantes, mais elle permet aussi de se redonner de l'espoir à soi. C'est un vrai soutien entre pairs qui est précieux, qui permet vraiment une approche communautaire et donc de se sentir entouré, de ne plus se sentir seul dans le rétablissement de son trouble. On a vraiment à cœur aussi de mettre au centre l'autodétermination de la personne, donc c'est-à-dire écouter son besoin et lui permettre de se diriger dans une direction qui lui convient, qui lui semble pertinente et de ne pas imposer une prise de décision. Un autre point important, évidemment, c'est l'empowerment. Donc tout ça, c'est vraiment les piliers aussi du rétablissement. Comment redonner à la personne le sentiment d'être capable de pouvoir agir. Et puis, à travers le fait de s'initier à la paire aidance non professionnelle, c'est un moyen aussi pour les pères aidants et pères aidantes de la Maison Perchée de se réempouvoirer, donc de se sentir capable à nouveau. C'est vraiment quelque chose qu'on note, ce sentiment d'utilité dans la paire aidance non professionnelle, c'est-à-dire en fait, avant même d'avoir fait une formation professionnalisante, cette première étape non professionnelle de la paire aidance, elle me permet de me sentir utile et capable à nouveau. Et ça, c'est super important dans un processus de rétablissement. C'est aussi une démarche, quand on forme les pères aidants et pères aidantes, qui permet d'avoir ce qu'on appelle de l'insight, donc du recul sur son trouble. Voilà, au cours de l'initiation, on accompagne vraiment les pères aidants et les pères aidantes à se questionner sur leur rapport à leur trouble, leur cheminement dans le rétablissement, les premiers signes de détresse, de rechute éventuelle, apprendre à mieux se connaître. Donc en fait, en voulant contribuer, en voulant transmettre à travers ce parcours d'initiation à la paire aidance, les pères aidants et pères aidantes continuent en fait de s'approprier mieux leurs troubles et de cheminer sur ce parcours de rétablissement. Ça demande aussi une grande capacité d'adaptation, s'adapter à soi, c'est-à-dire à soi, son trouble et les variations que ça peut entraîner, mais aussi s'adapter à l'autre.
et à la personne que l'on a face à soi avec toute sa singularité. C'est vraiment un exercice que je trouve admirable parce que c'est très compliqué quand même au quotidien de réussir à faire face à justement aux besoins de chacun sans venir plaquer quelque chose de trop systématique. Et puis un autre élément aussi qui est vraiment spécifique à la pérédance non professionnelle qu'on propose à la Maison Perchée, c'est une posture souple. C'est-à-dire que en fait, le rythme de la pérédance non professionnelle, il va s'adapter au rythme du rétablissement, notamment du père aidant ou de la père aidante. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, un père aidant ou une père aidante pourra à la fois être la personne qui soutient, tout comme redevenir à un moment la personne qui a besoin d'être accompagnée. Donc c'est très cyclique. Peut-être quelque chose qu'on voit moins dans un exercice de la pérédance professionnelle, parce que voilà, on peut être embauché quelque part dans une structure, dans une association, on a un rôle on va dire, à honorer, et donc ça peut être plus compliqué d'être dans une démarche cyclique, alors que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a totalement intégré. Voilà, un père aidant ou une père aidante peut nous dire, bah voilà, je dois me mettre en pause, de redevenir canopien, canopienne, profiter des activités, me recentrer un peu sur moi et peut-être dans quelques mois reprendre mes missions de père aidant, et c'est tout à fait OK. Agnès, évidemment, s'il y a des moments, je veux intervenir, tu n'hésites pas. Là, finalement, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit, mais c'est les compétences que nous, on a pu observer sur justement la mise en place de la pérédance non professionnelle à la Maison Perchée. On s'est aperçu, en tout cas du moins des retours qu'on a pu avoir des personnes qui ont suivi ce parcours-là, que ça les avait vraiment aidés à développer leur capacité d'écoute, leur capacité d'empathie, aussi une approche non violente, plus de capacité de discernement aussi. Réussir à faire la différence entre son vécu à soi et le vécu de l'autre. Je parlais tout à l'heure de savoir expérientiel et c'est souvent un retour qu'on nous fait. Les personnes nous ont dit que cette démarche de père aidant, c'est quelque chose qui les a beaucoup aidés à s'approprier leur savoir expérientiel. Et c'est une dimension qui s'inscrit beaucoup dans le rétablissement et dans le sentiment de mieux maîtriser son trouble. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je disais aussi, l'auto-analyse. On a pas mal de retours aussi de personnes qui nous disent que cette démarche de pérédance non professionnelle, elle leur a permis d'apprendre à mieux se protéger, donc à mieux poser leurs limites, connaître leurs limites. Et je pense que dans la gestion du trouble chez une personne concernée, c'est un élément qui est majeur, qu'on soit père aidant, père aidante ou non. Connaître ses limites, c'est quelque chose qui peut justement nous aider à nous protéger, nous aider à prévenir aussi les moments de crise ou de rechute ou les éléments déclencheurs. Et puis voilà, plus de connaissance de soi et de son trouble, et peut-être davantage de maturité émotionnelle, ou en tout cas de gestion ou de régulation émotionnelle, on va dire. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que ça peut paraître énigmatique, c'est qu'on se dit, bon bah super, c'est père aidant, père aidante non professionnels sont formés, mais comment ça se passe? C'est quand même tout un cursus pendant 4 mois qui va en fait, c'est un entretien de candidature quand même, parce que alors c'est pas pour faire une sélection et voir qui est capable ou pas capable, c'est juste pour s'assurer que c'est le bon moment pour la personne. Encore une fois, parce qu'on n'a pas envie de l'exposer et de la réactiver sur des choses. C'est vraiment important pour nous que la personne soit à un stade spécifique de son rétablissement pour que ça la mette pas en difficulté, parce que c'est vraiment pas l'objectif. Et donc, il y a plusieurs outils dans cette formation. Il y a le visionnage d'un MOOC qu'on a créé. Donc, c'est un livret d'apprentissage en ligne avec des vidéos. Il y a une formation spécifique à chacun des pôles. Donc, je vous parlais tout à l'heure des différents pôles avec les différentes missions. Donc, par exemple, Agnès, quand elle a été initiée spécifiquement aux missions de son pôle. Donc, ça crée aussi une compétence particulière. C'est-à-dire qu'on se spécialise dans une mission et ensuite, on acquiert une compétence particulière qui peut être valorisée et valorisable par la suite. Il y a des apprentissages sous forme de mentorat avec un binôme plus expérimenté, un binôme senior, pour se sentir en confiance, encore une fois. Il y a à la fois des moments de formation en présentiel, mais aussi des formations en ligne. On essaye vraiment aussi d'apporter toujours des outils complémentaires, donc par exemple de faire des formations sur des thématiques spécifiques, accueillir un public queer, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à la Maison Perchée, d'être dans une démarche inclusive. Proposer aussi des formations sur le parcours de formation pour devenir médiateur ou médiatrice de santé pair, parce que c'est aussi une des vocations de la pérédance non professionnelle, c'est de se dire que c'est une première étape avant éventuellement une volonté de se professionnaliser ou non. Il n'y a pas d'obligation évidemment. Et puis par exemple des formations sur la déstigmatisation autour des troubles psy. Donc voilà, de toujours ouvrir le spectre en fait de la formation. Durant cette formation aussi, et après, les pères aidants et pères aidantes participent à des groupes d'échange de pratiques, donc sont accompagnés.
Et puis voilà, d'autres journées de formation. Ici, je vais vous montrer juste un petit aperçu du MOOC, parce que voilà, c'est quand même un contenu qui a été élaboré avec beaucoup de collaborateurs, collaboratrices. Il y a aussi des personnes concernées qui ont témoigné dans ce MOOC pour justement présenter les troubles, parce qu'on se disait qu'en fait, simplement faire une présentation théorique d'un trouble, bah, pour une communauté de personnes concernées, ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens et que c'était important aussi qu'il y ait des témoignages de personnes concernées. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment de se dire que, encore une fois, c'est une étape bénévole, en fait, de devenir père aidant ou père aidante non professionnelle. Et donc, il y a tout un suivi quand même sur le long terme de ces personnes qui s'engagent dans ce parcours-là. Donc, il y a des groupes d'échange de pratiques une fois par mois pour que les pères aidants et pères aidantes se sentent accompagnés. Il y a aussi des échanges, par exemple, avec moi en tant que responsable du soutien psychologique, pour que si une personne ressente le besoin de mettre en pause son activité de père aidance, que ce soit possible. Encore une fois, l'objectif, c'est pas que ce soit délétère pour le rétablissement de la personne, donc quand elle identifie ses limites, que ça puisse être entendu. Et puis voilà, il y a aussi une gestion par les pilotes de pôle. Chaque pôle est géré par un père aidant, une père aidante ou un groupe de pères aidants et pères aidantes qui sont devenus expérimentés, seniors, qui ont envie de contribuer encore plus et qui prennent d'autres fonctions, donc qui viennent piloter un pôle. Donc voilà, il y a vraiment un vrai accompagnement des pères aidants et des pères aidantes. Et après ces 4 mois, comme je vous le disais, il y a plusieurs possibilités. Soit la possibilité de continuer à pratiquer cette père aidance au sein de la maison perchée, et notamment de développer de nouvelles compétences, donc de se dire, tiens, j'étais dans un pôle, j'ai ce savoir, maintenant que j'ai pu acquérir, en fait, j'ai envie de prendre des missions dans un autre pôle pour acquérir de nouvelles compétences. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit souvent des personnes qui, au début de leur parcours de père aidance non professionnel, ne se sentent pas capables pour assumer une mission. Et on voit l'impact en fait que ça génère sur la confiance en soi et le sentiment d'être capable, parce qu'on a des personnes au bout de quelques mois qui nous disent, en fait, maintenant je crois que je me sens prêt ou je me sens prête pour cette mission-là que je ne voulais pas du tout faire avant. Et ça me dirait bien de commencer. En fait, ça commence et ça se passe super bien. Donc, ça montre aussi que sur une temporalité un petit peu plus longue, c'est un accompagnement de la personne vers un sentiment de retrouver des compétences, retrouver des capacités, de se sentir capable, d'avoir de la confiance en soi, etc. Une autre possibilité après ces 4 mois, comme je vous disais, c'était de devenir pilote d'un pôle. Par exemple, j'ai envie de prendre plus de responsabilités, j'ai envie d'accompagner encore et différemment. Et puis sinon, comme on le disait, aussi se professionnaliser dans la péridance à travers notamment une formation de médiateur santé-père. C'est aussi vraiment beau, je trouve, de voir qu'on a des personnes à la Maison Perchée qui commencent par la péridance non professionnelle en nous disant qu'en fait, ils ou elles ne se sentent pas légitimes de devenir père aidant professionnel, de devenir médiateur de santé-père, ont l'impression que leur vécu n'aurait pas suffisamment d'intérêt, que c'est des personnes qui n'auraient pas les compétences pour faire ça, et finalement qui, après quelques mois passés à expérimenter la péridance non professionnelle, ont envie de se professionnaliser. Et je trouve que c'est aussi beau de se dire que ça peut permettre des vocations comme ça. Et je vais maintenant passer la main à Agnès pour cette deuxième partie de présentation des perchoirs, les groupes de parole. Je pense qu'avant de vous parler des perchoirs, je vais plutôt vous parler de mon expérience de rétablissement et de la manière dont je suis arrivée à la Maison Perchée et du processus qui a été pour moi, parce qu'en fait, ça me semble tout à fait cohérent de le faire comme ça. Donc, dans ma spontanéité naturelle, je le prends un peu en détour. Donc, moi, je suis concernée par un trouble de la personnalité borderline qui n'a été diagnostiqué qu'à mes 24 ans. Donc, je fais partie du pourcentage de femmes qui ont eu un retard de diagnostic et aussi, à la base, un médiagnostic puisqu'on m'avait catégorisée dans les troubles bipolaires cyclotimiques avec potentiellement un TSA. À l'époque, j'avais vraiment des troubles sensoriels envahissants et énormément de difficultés à rentrer en interaction avec tout type de personnes. Et c'est vraiment une psychiatre et une neuropsychologue qui, pour moi, m'ont sauvé la vie et qui m'ont permis de sortir des urgences psychiatriques, puisqu'en fait, en percevant donc ce potentiel TSA chez moi, on fait une évaluation et m'ont accompagnée et psychoéduquée sur le fait que non, ce n'était pas un TSA, mais que c'était bien un trouble de la personnalité borderline qui n'avait pas été pris en charge. Ce qui a permis donc, parce que mon diagnostic était il y a
oui, 6 ans, donc bientôt 7. Euh, de vraiment avoir un coup d'accélération incroyable. Je pense que le témoignage de Hayden correspond tout à fait à mon vécu aussi, qui était à l'époque, en tout cas dans ma vingtaine, une vie sans perspective, avec des troubles liés à l'utilisation de substances en automédication parce que je n'avais pas trouvé d'autres solutions. Malheureusement, un fort risque suicidaire. Des états de stress post-traumatique et de la dissociation qui m'empêchaient complètement d'être fonctionnelle. Et c'est vrai que le rétablissement a vraiment commencé avec le diagnostic dans mon cas et avec la psychoéducation à travers des ouvrages, avec beaucoup de difficultés pour trouver du contenu accessible. Donc j'ai vite été vers du contenu scientifique, beaucoup de choses qui étaient développées au Canada et au Québec, parce que en fait on n'avait pas grand-chose sur le territoire français. Euh, et ce qui m'a vraiment, vraiment aidé, donc moi, mon parcours, parce que du coup, il y avait une question autour des thérapies, notamment, qui avait aidé Hayden. Donc, je me réponds à ça. Moi, je suis rentrée dans la thérapie d'abord par la psychosomatique, ce qui est assez rare. Et puis après, j'ai fait ACT. D'ACT, on est passé sur les TCC. Des TCC, j'ai été vers l'EMDR. En réactivation à l'EMDR, on s'est dit, en fait, il y a un petit souci. J'ai fait la thérapie des schémas. De la thérapie des schémas, j'ai fait un groupe de TCD. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps en fait. Et de la TCD, aujourd'hui, je suis de nouveau dans la TCC et j'ai un parcours thérapeutique qui perdure avec des accompagnements très très réguliers. C'est-à-dire que je vois tous les 15 jours ma neuropsychologue et ma psychiatre une fois par mois aussi dans un cadre aujourd'hui un petit peu d'action, pas de supervision, mais aussi comme il y a une transformation dans ma posture de usagère et patiente à père aidante bénévole et maintenant à une forme de professionnalisation. Du coup, de faire bien attention à poser les choses et à poser la limite de mon investissement et de ce que je suis capable de faire, et tout en respectant les besoins et les limites de chacun. Donc, moi, la Maison Perchée, elle est arrivée il y a 1 an et demi, exactement. Et la première fois que j'y suis allée avec une amie que je pense qui est concernée par le trouble de la personnalité borderline, qui n'est toujours pas diagnostiquée. Et on y allait ensemble. C'était un samedi, il y avait énormément de monde. On n'a pas du tout trouvé la manière d'aborder qui que ce soit. On était vraiment très, très gênés. Pourtant, on est venu et tout le monde nous a dit bonjour. On nous a expliqué comment fonctionnait la Maison Perchée. Et de ce moment-là, je n'ai fait que recommander aux personnes autour de moi, sans savoir que c'était déjà en fait de la pérédance, d'aller dans ce lieu, parce que j'avais senti que ça avait mis quelque chose dans ma tête, en tout cas une graine. Euh, Moi, j'ai été victime de harcèlement, notamment scolaire, jusqu'à la fin de mes études et même en formation professionnelle adulte. Et je dois dire que la Maison Perchée m'a apporté un sentiment d'appartenance. J'ai longtemps cru que j'étais un vilain petit canard qui n'avait pas le droit d'exister. Et c'est un peu comme trouver sa marque. Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai vécue. Donc j'aime bien l'idée que la maison perchée soit rattachée à l'image de l'oiseau parce que vraiment, pour le coup, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et donc, en fait, donc j'étais éducatrice en pédagogie Montessori. J'ai eu une énième crise avec un arrêt, parce qu'à l'époque, du coup, mon trouble n'était pas du tout pris en charge de la même manière. Et pendant cet arrêt, ma psychiatre m'a dit, pas de problème Agnès, par contre, je te demande de faire une timeline des 15 prochains jours et de mettre des activités. Voilà, d'y mettre des choses très concrètes. Donc, j'ai poussé vraiment la porte de la canopée comme ça. J'ai participé à mes premières activités, donc j'ai adhéré à la canopée et j'ai fait mes premières activités. Et en fait, en 15 jours, je suis allée à presque toutes les activités possibles. Voilà. Je suis passée j'ai du mal à sortir de chez moi et avoir des interactions, j'essaye tout. Et pour la première fois, le sentiment de honte s'est abaissé. Le fait de pouvoir avoir des interactions avec des personnes sans usage de substances, de pouvoir parler de mon vécu, de pouvoir, en atelier d'écriture, évoquer des choses qui étaient vraiment très compliquées pour moi, mais qui pourtant étaient partagées d'une manière qui était protégeante pour moi et pour autrui, m'ont fait dire que et il y avait vraiment quelque chose à faire au sein de la Maison Perchée. Et le gros game changer dans mon cas, ça a été la participation au groupe de parole, d'où mon engagement aujourd'hui en tant que père aidante sur cet aspect-là. Déjà, j'avais découvert le principe des groupes de parole quand j'ai fait des entraînements aux habilités sociales, parce que du coup, comme j'étais orientée vers les TSA, j'ai fait beaucoup d'entraînements aux habilités sociales.
et ensuite de la TCD. Parce que si vous le savez, donc dans la thérapie comportementale dialectique, il y a une partie d'entraînement aux compétences où vraiment on va mettre les usagers ensemble sur une période de 4 mois, où on va se retrouver de manière régulière pour apprendre les compétences de la TCD. Donc, j'étais déjà convaincue de l'outil et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, dans mes actions à la Maison Perchée, c'est vraiment ce que je préfère. Je me suis aussi engagée sur le pôle accueil que j'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant plusieurs mois parce que la déstigmatisation, c'est mon dada. J'adore rencontrer des personnes qui ont des a priori concernant les troubles psychiques et les démonter, d'où mon engagement d'ailleurs pour les premiers secours en santé mentale. Et finalement, du coup, aujourd'hui, une professionnalisation qui s'oriente, donc pour moi, dans mon cas, vers un DU. Donc le DU de Lyon spécifiquement, dans un souhait après de pouvoir m'insérer, je l'espère, pour mes pairs et notre communauté dans la prise en charge du trouble borderline qui manque cruellement aujourd'hui, et de praticiens et de pairs aidants. Voilà. Et je vous parle maintenant des perchoirs de ce détour. Le fonctionnement des perchoirs, donc l'objectif des perchoirs, c'est des groupes de parole en référence aux oiseaux, donc le fait d'être ensemble sur une branche pour échanger de nos vécus. Ils sont les mêmes donc, pour tous les troubles, c'est-à-dire qu'en gros, tous les troubles ont leur propre perchoir, et nous, dans le cas du trouble borderline, donc il y a des sessions qui fonctionnent en saison. Donc ce sont des lieux dans lesquels, donc c'est du visio, les personnes peuvent échanger sur leurs troubles, se sentir moins isolées, partager des connaissances théoriques et expérientielles et bénéficier d'un cadre safe entre nous, non thérapeutique et non médicalisé pour discuter. Donc vous verrez, il y a des adaptations qui ont été faites par les animateurs dans le cadre du trouble borderline, parce qu'il y a une forme de spécificité, c'est-à-dire que comme on n'est pas sur des troubles schizophrènes ou des troubles bipolaires, il y a eu des aménagements, donc je vous parlerai un petit peu mieux des aménagements qu'on a mis en place pour la facilitation donc, des groupes. Le format des perchoirs, c'est 6 séances d'1h30 en visio, toutes les 2 semaines, donc un cycle de 3 mois à horaire fixe qui demande quand même un engagement de la part des participants, avec une thématique qui sera donc prédéfinie pour chaque séance. Un même groupe de participants, on a 8 participants et nous sommes 2 co-animateurs, ce qui permet quand même du coup de se partager la tâche et aussi dans un moment où ma co-animatrice ou mon co-animateur venait à être en difficulté, alors du coup de pouvoir se passer plus aisément la main. Les thématiques, elles se déploient comme ça, en tout cas d'un point de vue de l'adaptation qu'aujourd'hui j'ai faite et j'utilise. Le premier perchoir est vraiment axé sur faire connaissance, prendre en compte les attentes et les objectifs de tous les participants, vérifier que du coup le dispositif est adapté à leurs attentes et qu'ils ne sont pas dans une recherche d'accompagnement thérapeutique. Parce qu'encore une fois, on est dans un accompagnement non médicalisé et non professionnel. On est plus proche d'un groupe d'entraide mutuelle que d'un groupe de parole au sens thérapeutique. Premier perchoir autour de l'hygiène de vie, ce qui permet une entrée un petit peu généraliste comme ça. Comment apprendre à vivre avec mon trouble au quotidien? Est-ce que du coup j'ai une nutrition spécifique, sport, sommeil, les médicaments? Quelles sont nos habitudes et qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Encore une fois, ici on parle de nutrition, sport, sommeil, médicaments dans un aspect non jugeant. La Maison Perchée est une association non médicalisée, donc on ne cite jamais les médicaments et les molécules spécifiques. Par contre, il peut y avoir un impact de la médication notamment. Et là, c'est pareil, quand on parle de nutrition, si les personnes sont concernées par des troubles du comportement alimentaire, c'est le lieu d'en parler également. On n'aborde pas derrière l'hygiène de vie, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui sont concernées par le trouble borderline. On ne demande pas aux personnes de nous dire qu'elles mangent très bien, qu'elles dorment 10 heures et qu'elles boivent beaucoup d'eau. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas obligatoire. C'est très bien si c'est le cas, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, sans jugement autour de l'hygiène de vie. Excès, mauvaises habitudes, qu'est-ce que nous aimerions changer? Ça, c'est à son jugement personnel, encore une fois. La deuxième session est autour de moi face à la maladie. Donc, recevoir le diagnostic qui peut être une étape importante dans le cas d'un rétablissement. Comment appréhender le débarquement de la maladie dans ma vie? Est-ce que ça a provoqué du coup des chamboulements, du stress, des angoisses? Comment on a parlé à notre entourage? Est-ce qu'il y a eu une forme de coming out? Est-ce qu'on a vécu de la stigmatisation? C'est un perchoir dans le trouble borderline qui... Là, il y a un vrai sujet de stigmatisation autour du trouble borderline parce qu'il y a un manque réel d'informations. Donc, souvent, les participants témoignent d'avoir eu de nombreuses difficultés à obtenir un diagnostic et aussi beaucoup de difficultés à le partager à leurs proches. Et encore une fois, du coup, je me tourne vers ce que disait Aiden précédemment avec Connexion familiale, qui
qui du coup, cette association permet de former les proches à l'accompagnement des personnes concernées par le trouble borderline. Troisième perchoir autour des moments de crise. Et alors là, c'est un peu le perchoir difficile dans le cas du trouble borderline, tout simplement parce qu'on n'a pas de réelle définition de qu'est-ce qu'une crise considérée comme étant une crise borderline. Donc l'important pour moi ici, c'est de donner la possibilité aux participants de définir ce qu'est une crise pour eux. Donc de s'auto-évaluer sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et du coup, de voir comment ils reconnaissent la survenue des crises et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour gérer la détresse et s'apaiser dans ces moments-là, soit par leur expérience personnelle, soit par leur chemin thérapeutique. C'est le lieu pour nous notamment de partager du contenu de TCD Montréal qui permet du coup d'avoir des premiers gestes avec, je pense à des compétences comme TIP ou des choses comme ça qui sont vraiment aidantes dans les états de crise émotionnelle. Comment ai-je vécu mes épisodes de crise et quel sens je leur donne aujourd'hui, toujours dans cette vocation d'espoir, vraiment. Et les directives anticipées en psychiatrie, on en parle à ce moment-là, notamment à travers l'outil qui a été développé par le Psycom, qui est mon GPS, qui est un excellent outil pour s'auto-évaluer et puis avoir trace donc s'il y avait hospitalisation ou pas d'ailleurs. Hein. Moi, je l'utilise, c'est-à-dire quand je me sens vraiment débordée émotionnellement, c'est un outil qui me permet de revenir à mes ressources personnelles. En perchoir 4, on voit la vie active, qu'on nous avons renommée vie active et vie professionnelle dans le cadre du TPB, tout simplement parce que y a en effet un sujet autour de la réhabilitation et de la possibilité de réinsertion professionnelle auprès de mes pairs. Donc, quel sens prend le travail pour soi? C'est-à-dire qu'être bénévole ou être dans des activités bénévoles, c'est déjà du travail. Quelle aide je peux recevoir d'un point de vue de la réhabilitation psychosociale? Qu'est-ce qui existe? À qui ai-je le droit de demander de l'aide? Beaucoup d'entre nous ne savent pas qu'ils ont droit à des ALD, qu'ils ont le droit aussi à des accompagnements spécifiques et des RQTH. Le travail après une hospitalisation ou une période de crise, comment se réinsérer, comment en parler à mon employeur? Est-ce qu'il y a des sujets? Comment je gère mon trouble au travail? Et aussi, toujours dans la vocation d'espoir, des activités que je rêve d'essayer. Est-ce que j'ai un rêve ou un projet? D'ailleurs, au premier perchoir, on leur demande s'ils s'imaginent à la fin du cycle, s'ils avaient un projet qu'ils voudraient avoir mis en place ou abouti. C'est la fin du cycle, ce qui permet en fin de cycle, là c'était ma fin de cycle hier soir, et du coup j'ai réouvert mon carnet et on a relu donc, les objectifs de chacun et voir donc, si ils avaient réussi à ou non, et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça leur avait apporté en fait. Dans le perchoir 5, encore un gros sujet dans le cas du trouble de personnalité borderline, puisqu'on est sur la vie relationnelle et affective. Comment en parler, à qui, comment je le gère au niveau amical, familial, amoureux et sexuel. De plus en plus, on a des sujets autour de la non-monogamie consensuelle, le polyamour, comment je me positionne aussi dans la dimension LGBT. Quelle relation j'ai à l'attachement, comment j'envisage le couple, est-ce que j'ai le droit d'être aimée? Enfin, il y a des vrais sujets. Donc, je pense qu'au niveau de la santé sexuelle, il y a vraiment des choses à faire aussi dans le cas du TPB. Et il y a un grand sujet autour de ce que moi j'appelle l'hérédité, bon, ce qui est bien sûr pas exactement ça, mais autour aussi de la parentalité. Donc, ça peut arriver qu'au sein des groupes, il y a un témoignage d'appréhension sur le fait de s'engager dans un projet de parentalité. Donc, moi, c'est un petit peu le lieu de leur donner des chiffres concrets sur les prédispositions, biologiquement, qu'est-ce qui se passe, aussi pour les rassurer et peut-être les réorienter aussi sur des accompagnements à la parentalité, s'ils en ont besoin. Et c'est vrai qu'à chaque perchoir, je veille à leur laisser des ressources pour qu'après, ils fassent le travail entre les sessions s'ils le souhaitent. Et enfin, du coup, le bilan pour le dernier perchoir. Est-ce que j'ai atteint les objectifs ou l'objectif que j'avais envie de déployer? Quelles ressources je retiens ou qu'est-ce que j'ai appris du partage avec mes pairs? Et quelle thématique ou quel sujet m'a permis de bien avancer? Je voulais vous montrer quand même, avant qu'on rentre dans la dimension un petit peu plus empirique, disons que nous, au sein de la Maison Perchée, on n'a pas de données spécifiques. Aujourd'hui, on commence à avoir des retours par des formulaires qu'on fait passer, donc de qu'est-ce que les outils apportent réellement dans le rétablissement des personnes. Mais j'avais quand même envie de faire un tour d'horizon d'un point de vue des études scientifiques sur ce que je trouvais d'un point de vue des apports des groupes de parole dans le rétablissement du trouble borderline. Donc, j'ai pris 3 études et une revue d'études, notamment, dont je vous donnerai, si vous voulez, les éléments à la fin.
Les personnes témoignent et les soignants témoignent en général d'un sentiment de compréhension et de sécurité, donc lié à un sentiment de sécurité émotionnelle au sein du groupe, mais aussi une compréhension mutuelle entre pairs, c'est-à-dire que les autres savent ce que je vis. Et une validation de l'expérience subjective aussi, ça qui est très très importante. Espoir, identification et modèle positif, parce qu'en fait, il y a un accès à un modèle de rétablissement qui est crédible via l'identification au pair. C'est-à-dire que quand on voit une personne rétablie, on se dit qu'on est en possibilité d'avoir aussi ce chemin-là. Un renforcement de l'espoir en un avenir qui est possible au-delà du diagnostic. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas tout de suite enterré par le diagnostic. Malheureusement, dans le cas du trouble borderline, c'est encore trop souvent ce qui se passe. Et une normalisation des vécus émotionnels. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon rétablissement, c'est qu'on m'explique que ce que je vivais était physiologique. Ça peut paraître bête, mais en réalité, la psychoéducation, le fonctionnement du cerveau, le rôle de l'amygdale, qu'est-ce qui se passe avec le cortex préfrontal, pourquoi il se développe jusqu'à 24 ans, pourquoi en cas du TPB, on sait qu'en fait, c'est plutôt jusqu'à 35 ans. Tout ça, c'est des données qui sont vraiment très importantes et qu'on se passe, nous, en dehors des ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient, dans le cadre de ces groupes, en fait. Développement de compétences, donc c'est amélioration de la mentalisation, capacité à comprendre les émotions des autres et les nôtres, renforcement des compétences sociales et prise de recul sur soi, encouragement à la responsabilisation et réduction de l'impulsivité et meilleure gestion émotionnelle. Et là, on est quand même sur un sujet qui est important puisqu'il y a une forte impulsivité et des difficultés émotionnelles dans le cas du trouble borderline. En tant que participante, voilà mon retour d'expérience. Donc moi, ça a été vraiment soulagement immédiat. C'est prise de conscience que je ne suis pas toute seule à vivre ce que je vis parce qu'on peut se sentir facilement isolé quand on n'a pas été prise en charge dans une structure adaptée aux troubles de personnalité borderline. Un sentiment d'appartenance, puisque du coup, je vous le disais, je n'avais pas vécu ça avant, avec une reconnaissance mutuelle, une resocialisation progressive et un sentiment de communauté, puisqu'aujourd'hui, je me suis même fait des amis. Sortie du sentiment de monstruosité, ça a été un gros sujet. Entendre des vécus similaires a permis de vraiment briser l'image du monstre que j'avais en moi et cette dualité de sensation d'être dépassée par mes crises et donc d'être monstrueuse dans mes relations. Abaissement du sentiment de honte, donc voilà, c'est assez clair, très présent la honte existentielle dans le trouble borderline. Apaisement face au vide, dans des moments où c'est vrai que je me suis sentie vraiment envahie par ce vide existentiel, le fait d'imaginer que j'avais des pères quelque part dans l'univers qui vivaient la même chose, ça m'aide à me reconnecter et ça m'empêche de partir dans des crises existentielles. Très honnêtement, c'est une aide pour moi. Et ressources concrètes, découverte d'outils, pratiques, lecture, bien sûr, j'en découvre à chaque fois, en tant que participante, mais animatrice aussi, et prise de conscience de mes propres ressources. Et bien, en fait, en discutant avec mes pairs, je me suis rendu compte que j'avais fait énormément de choses, j'avais mis en place beaucoup d'outils dans mon rétablissement, donc il y avait la sensation de ne pas avancer, de stagner, de ne savoir rien faire et de ne pas me rétablir, en fait. J'avais déjà beaucoup de choses. En tant qu'animatrice, ce que je vois, moi, donc là, je suis sur ma 3e session de perchoir, c'est réellement l'atmosphère d'espoir partagé, donc possibilité de parler des choses qui sont difficiles sans sombrer dans un espace qui est plombé. Donc ça, moi, c'est une vigilance importante que j'ai sur le ton et le cadre. Je vous le disais, dans les perchoirs, j'essaie toujours de terminer sur une parole d'espoir ou sur le fait de véhiculer quelque chose en lien avec ça, c'est-à-dire réactiver un souvenir. Qu'est-ce que j'ai réussi dans une activité professionnelle? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Est-ce que j'ai eu une relation qui m'a aidée? Et du coup, d'orienter le groupe vers le fait de terminer en tout cas les échanges sur cet aspect-là. Co-construction et horizontalité, ce n'est pas donc un lieu de déversement passif, mais bien un espace actif collectif où chaque voix compte, où on est en co-construction. D'ailleurs, le cadre peut tout à fait varier s'il y a une demande de la part du groupe. Préservation de la sécurité psychique, donc ça, c'est vigilance continue pour garantir un espace qui est non jugeant pour tous et toutes, sans surexposition de contenu traumatique ni bascule dans la suridentification. Là, je dois dire que ma formation de secouriste en santé mentale est primordiale. Très honnêtement, je pense qu'en tant qu'animatrice, ça m'a permis de voir et de percevoir peut-être des choses et aussi du coup de prendre soin entre les groupes, d'aller revoir les participants pour leur poser des questions sur comment ils se sentaient. Donc j'encourage bien sûr mes pairs s'ils sont présents et qu'ils veulent s'engager dans l'animation bénévole à se former au PSSM. L'empouvoirment collectif, donc encourager les personnes à reprendre pouvoir sur leur vécu sans se définir par leurs troubles. Vaste sujet dans l'identification du trouble de la personnalité borderline. Qu'est-ce qui est de l'ordre de moi? Qu'est-ce qui est de l'ordre de mon trouble? Est-ce qu'avoir un trouble de la personnalité, ça me définit? Ou est-ce qu'en fait, ça n'a rien à voir? Voilà.
Ceux qui m'aident concrètement, m'appuyer sur l'acceptation radicale. Donc ça, c'est une compétence de TCD qui m'aide réellement quand j'anime et que je fais de la paire et danse. C'est vraiment, je suis dans l'acceptation. Je ne peux pas comprendre ce que la personne a complètement vécu. D'ailleurs, ce n'est pas le lieu. Je ne suis pas thérapeute. Je suis vraiment là pour accepter les choses telles qu'elles sont et garder ma posture, rester souple et à l'écoute. Et mes outils d'appui lors des séances, la co-animation, ça c'est très important, le rappel régulier du cadre qui a été défini en première séance. Donc ça, c'est des éléments qu'on définit ensemble. Notamment, il y a le non-jugement, la bienveillance, les trigger warnings, toutes ces choses sur lesquelles tout le monde s'engage. Un support visuel clair avec des orientations et des questions. Donc ça aussi, ça semble stupide, mais en fait, c'est assez primordial pour captiver et garder le public, surtout quand on a des personnes qui sont concernées par la dissociation. Un timing qui est prévu donc par slide, ce qui permet aussi d'avoir un rythme pareil dans l'engagement par rapport à la dissociation. Et observation attentive du langage corporel des participants, c'est ce que je vous disais, donc de vraiment veiller, et la co-animation le permet. Voilà. Donc, si d'autres personnes ont envie de se lancer, soyez les bienvenus. Les vigilances et limites dans l'outil des perchoirs. Donc, je vous le disais, on met en place une consigne autour d'un principe de trigger warning. Donc, c'est un mot qui va être défini par les participants lors du premier perchoir, que tout le monde peut employer à tout moment pour dire que là, on a dépassé une limite d'un point de vue du sujet qui a un levier, en fait, qui peut être potentiellement traumatique. Donc, on invite les personnes dans ces cas-là à se muter, à couper les micros. Et du coup, nous, en tant que co-animateurs, on peut les recevoir du coup, dans une salle à part, en vidéo, discuter de la situation, les isoler potentiellement si on avait besoin. Mais ça permet aussi, du coup, pour les personnes qui sont en participation, de comprendre que là, il y a eu activation sur un sujet et donc de modérer la manière dont ils abordent ce sujet-là aussi. Et donc ça, c'est très important, même si c'est très peu employé, que le trigger warning existe, parce qu'en fait, on est dans un groupe et on évolue au sein d'un groupe. Je continue aussi sur cette slide parce que on parlait tout à l'heure de groupes d'échange de pratiques. Donc, c'est des choses c'est des groupes que moi j'anime une fois par mois avec chacun des pôles. Donc, notamment avec le pôle perchoir, on se réunit une fois par mois. Et c'est l'occasion pour tous les intervenants et intervenantes, animateurs, animatrices, d'exposer un petit peu les difficultés rencontrées dans l'animation de leur perchoir. Donc, un autre point de vigilance, c'est notamment les questions de surexposition justement à des contenus traumatogènes ou en tout cas à potentiel traumatogène, on va dire. Et c'est souvent quelque chose qui peut être remonté, c'est-à-dire voilà, il y a eu des personnes qui ont partagé quelque chose, ça a pu heurter d'autres, ça a pu générer des phénomènes de réactivation émotionnelle, voire parfois ça peut générer ça chez l'animateur ou l'animatrice. Et ça peut mettre l'animateur ou l'animatrice en difficulté, d'autant plus quand il ou elle sait qu'il y a encore toute une séance à animer, et puis ça peut générer parfois de l'appréhension sur les prochaines séances. Donc voilà, ce point de vigilance-là, notamment sur, par exemple, je sais que quand on aborde la séance des crises, c'est souvent de l'appréhension qu'il peut y avoir de la part des animateurs ou animatrices en disant je ne sais pas comment je vais pouvoir contenir cette séance, j'ai peur qu'il y ait des choses qui soient partagées, qui soient un petit peu trop, peut-être trop intenses ou trop exposantes pour d'autres. Donc, comment réussir à vous accompagner là-dedans et puis à faire en sorte que vous puissiez mettre en place justement un cadre dont je parlais de trigger warning pour éviter que voilà, le partage peut-être soit parfois un petit peu trop détaillé. Exactement. Et oui, et il est clair qu'en fait, les participants, eux, ne sont peut-être pas encore dans une démarche de partage de savoir expérientiel et que donc on peut être exposé à du partage de vécu brut. Et c'est vrai que c'est en ça que je pense qu'il est important que les animateurs soient bien attentifs à exposer leurs limites et à solliciter de l'aide s'il devait y avoir un moment qui est un peu plus difficile pour soi. Prendre en compte le sentiment de rejet et les difficultés relationnelles fréquentes dans le TPB, ça c'est vraiment fondamental et je pense que c'est ce qui vraiment distingue de ce que je vois en tout cas dans les réunions mensuelles avec mes pairs qui sont concernés par d'autres troubles. C'est vraiment quelque chose qui est vécu dans le cadre du TPB. Donc c'est comment je fais pour évoluer au sein d'un groupe sans me sentir automatiquement et en difficulté et ou rejeté par les autres, tout simplement parce que nos vécus sont différents ou parce qu'une personne pourrait émettre à son égard d'ailleurs un avis qui, moi, peut-être va être entendu comme un reproche, ce qui n'est pas du tout le cas, mais
Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, bien faire attention dans l'animation, notamment d'être dans la validation quand les personnes partagent quelque chose, de dire merci de l'avoir partagé, je vois que ça a été difficile pour toi, qui sont des paroles en fait de validation assez classiques qui aident réellement, je pense, les participants à dépasser ce sentiment-là et puis aussi en parler librement, c'est-à-dire que de nombreuses fois en situation d'animation, des personnes ont dit bah, moi quand on a dit ça en fait ça me fait me sentir nulle. Je me dis qu'en fait, je reprendrai jamais un emploi, que je suis une merde. On se dit des choses concrètes. Et moi, j'invite vraiment les participants à verbaliser à ce moment-là pour qu'entre nous, du coup, on se revalide et puis des fois, on se reparente aussi, en vrai, donc, dans plusieurs situations. Mais pour rebondir sur ça, du coup, là, c'est plus un aspect individuel, c'est-à-dire une personne qui se sent rejetée. Il y a aussi à prendre en compte l'aspect groupal, donc la dynamique de groupe, et notamment une personne qui, vis-à-vis du groupe, ne se sentirait pas inclus. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, c'est vécu très différemment quand on parle d'un perchoir, par exemple, pour donc un perchoir bipolaire, donc pour des personnes concernées par le trouble bipolaire, ou un perchoir schizophrénie. Le rapport au sentiment d'appartenance au groupe n'est pas du tout le même. Et donc, c'est vrai que pour le TPB, il y a quand même cette nécessité de se sentir inclus, d'avoir sa place. On revient un peu sur ce que tu disais, sur les craintes de rejet, etc. Donc, voilà, comment réussir à accompagner aussi les animateurs ou animatrices pour réussir à créer ce cadre et surtout pour gérer quand quelqu'un se sent pas à sa place dans le groupe. Et il peut y avoir aussi pas mal de comportements de type des personnes qui vont plus venir à un perchoir. Donc nous, on va aller prendre des informations, demander ce qui se passe, si la personne va bien. Et puis voilà, il peut y avoir l'expression de justement, en fait, je me sentais pas super à ma place, j'avais l'impression que je sois là ou pas là. En fait, je sers à rien dans ce groupe. Donc voilà, comment aussi contenir ça et faire un peu de réassurance à ce niveau-là. Être attentif à la dynamique d'appartenance au groupe et aux éventuelles blessures d'exclusion, donc c'est ça. Anticiper la question de la dernière séance. Donc ça, c'est une possible réactivation du vécu dit abandonnique. C'est vrai que la dernière séance, dans le cas des perchoirs borderline, il y a un sujet. Il y a un sujet d'appréhension pour les animateurs et je pense aussi pour les participants, parce qu'il y a ce sentiment de séparation qui peut être du coup un levier des deux côtés, hein, très honnêtement. Donc vraiment une vigilance par rapport à ça et voilà, dans mon cas en tout cas quand j'anime la dernière séance, d'abord remercier les participants vraiment chaleureusement à chaque fois, voilà, avoir un mot pour chacun, bien leur dire qu'en fait c'est pas terminé, qu'on va se retrouver dans le Discord parce qu'on a un canal qui est dédié à ce perchoir-là entre nous, donc on va être que 10 dans ce canal-là, que du coup à tout moment, moi je suis mobilisable si on veut se reparler, que du coup on a mis des ressources textuelles, on a partagé des ouvrages, on a partagé des podcasts, des vidéos, donc tout ça, ça reste. Et ça permet, disons, un petit peu d'adoucir ce moment de séparation. Et c'est très chouette parce que plusieurs mois plus tard, j'ai des nouvelles de participants, participantes qui me racontent qu'ils sont allés vers telle structure, que grâce à ça, ils ont poussé la porte d'un hôpital, que grâce à ça, ils sont allés rencontrer un psychiatre. Et oui, c'est rassurant, voilà, de voir que ça fonctionne. Et du coup, un peu dans toujours cette optique-là, parce que tu parles de la dernière séance, et il y a aussi un autre point de vigilance, c'est justement tout l'enjeu autour de l'accompagnement, parfois des réactions qui peuvent être tranchées ou absolues. On sait que dans le TPB, il peut y avoir un aspect dichotomique de la pensée ou parfois du discours. Et donc, c'est quelque chose qui peut se retrouver dans les retours, par exemple, d'expérience sur les perchoirs TPB. Quelqu'un qui, si on prend l'exemple de la dernière séance, va conclure en disant ça ne m'a pas du tout aidé, ça n'a pas du tout apporté de solution à mes soucis, alors même que c'était peut-être une personne qui pouvait exprimer lors des séances précédentes un bénéfice, etc. Donc voilà, c'est à la fois comment accompagner le participant ou la participante qui va manifester à un moment donné, on va dire un peu cette réaction assez forte, et aussi comment accompagner les animateurs ou animatrices, parce que c'est aussi très difficile de se dire là je comprends pas cette réaction-là, ça se passait pourtant très bien. Donc moi j'observe que souvent ça peut générer pas mal de remises en question pour l'animateur ou l'animatrice, ou alors au contraire ça peut créer une forme d'irritabilité, ça peut venir réactiver aussi sur de la culpabilité, de la honte, de la dévalorisation, ce genre de choses. Donc voilà, comment réussir à la fois protéger les animateurs et animatrices face à ces réactions et puis entendre en fait
le besoin Oui, du participant ou de la participante qui manifeste à un moment donné cette réaction plus tranchée parce que ça vient juste cacher un besoin de voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai envie de continuer à t'accompagner, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas pu partager et du coup ça génère de la frustration. Enfin, voilà. Donc d'entendre ça aussi. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'apport de l'insight aussi qui permet du coup après quand on s'engage dans ce rôle de père aidance d'avoir du recul, de voir en miroir un peu à travers le témoignage de nos pères, les comportements que nous-mêmes avons pu avoir. Et du coup, ça permet une espèce d'auto-analyse. Et c'est vrai que moi, je partage souvent, on parle souvent d'humanité partagée. On parle aussi pas mal de la pleine conscience, etc. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ce qui nous relie dans le cadre des groupes de parole, c'est de réussir en fait à travers l'expression parfois émotionnelle et difficile de nos pères, de prendre ce recul et de se dire bah là il est en difficulté, il fait du mieux qu'il peut et ce partage-là il est brut, mais en fait il n'est pas dirigé contre nous. Et ça c'est vraiment vraiment important que ça existe dans les groupes, que ce soit valorisé. Reconnaître aussi du coup que ces attentes qui sont élevées de la part des participants, elles signalent réellement un manque de dispositifs qui sont adaptés pour les personnes qui sont concernées par ce trouble. Notamment, on n'a pas de centre expert, on n'a pas réellement de lieu où nous retrouver. Il existe presque pas de groupe de parole. Moi, c'est mon engagement aujourd'hui en tant que père aidante de pouvoir éthiquement monter des groupes de parole et que ce soit encadré par des professionnels. Et ça, c'est vraiment important qu'on s'engage dans une éthique parce qu'on est sur un trouble où on en a déjà parlé, il y a un fort risque de passage à l'acte et donc on ne sait pas, les personnes quand elles s'auto-évaluent dans leur établissement, on ne sait pas où elles en sont. Donc c'est vraiment important quand même que les personnes qui animent soient vigilantes. Moi, dans le cadre de la Maison Perchée, il y a Alice. En cas de difficulté, on vous les montrera après, on a des protocoles qui permettent du coup d'avoir des appuis professionnels qui sont sécurisants tant pour les animateurs que pour les participants. Et donc ça questionne aussi la possibilité d'existence de ces groupes en dehors du cadre thérapeutique. Donc ça, c'est plutôt un appel à mes pairs de co-construction. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait et qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour avoir ces groupes-là tout en ayant peut-être des représentants qui sont en capacité de les animer. Et prendre en compte la forte disparité entre les participants, à la fois en termes de niveau de rétablissement et de profil. On sait qu'en fait, au vu des critères du trouble de personnalité borderline, comme il faut avoir à minima 5 critères pour entrer dans le diagnostic, il a été calculé, donc il existe 126 combinaisons de symptômes dans le TPB, ce qui en fait offre des centaines de profils et d'expressions. C'est très vaste. Et donc c'est important aussi d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Et du coup, nous, au moment de la réception des candidatures des personnes qui veulent participer à des perchoirs TPB, on met un petit peu on va dire, en évidence des critères pour pouvoir rejoindre et participer en tout cas à un perchoir TPB. Mais évidemment, c'est très difficile de pouvoir évaluer le niveau de rétablissement de la personne. Comme on le disait, justement, on peut avoir une forte disparité entre les participants et participantes. Mais on va dire que le plus important pour nous, c'est quand même de s'assurer que la personne est plutôt stabilisée, qu'elle est quand même accompagnée par des soignants et soignantes, parce que voilà, nous, on a une approche non médicalisée, mais en aucun cas, on se positionne contre la prise en charge médicale. Au contraire, nous, on considère qu'on est là en complément, on est une approche complémentaire. Donc voilà, il y a quand même cette difficulté de se dire comment évaluer quelqu'un qui va pouvoir participer à un perchoir, parce que finalement, c'est quelqu'un qui remplit un questionnaire sur la base de sa bonne volonté, on va dire. Donc voilà, c'est ce qui amène par moment aussi des gestions de crise dans les perchoirs, avec des personnes qui peuvent se retrouver hospitalisées pendant un cycle de perchoir. Comment gérer ça? Bien sûr, on va y venir un petit peu après. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur tout ça? J'avais une vigilance qu'on n'avait pas notée et quand même qui est dans les comorbidités. Donc, dans le cas du TPB, il y en a plusieurs. Donc, beaucoup de nos pairs sont concernés par des troubles du neurodéveloppement, notamment TDAH. Ça représente 30 à 40% des personnes concernées. Ça peut être aussi TSA, donc difficulté à rentrer en interaction avec d'autres pairs. Mais je pense troubles de stress post-traumatique, troubles du comportement alimentaire, la bipolarité, avec des personnes qui vont arriver donc en fait dans le perchoir avec des attentes qui ne sont pas adaptées
par rapport à leur comorbidité ou à leur vécu, qui n'arrivent pas spécifiquement à différencier leur vécu lié à leur comorbidité, avec des grandes questions autour des états de stress post-traumatique notamment. Et donc, c'est vrai qu'en fait, c'est pas un espace de psychoéducation, mais c'est quand même un endroit intéressant de pouvoir redéfinir bien les choses en disant là, voilà, il faut comprendre que tu es dans le cadre d'un perchoir qui est en lien avec le trouble de personnalité borderline et que donc ton vécu en lien avec tes comorbidités, peut-être que ici, moins de personnes rentreront en résonance avec ce que tu es. Donc là, je vous en parlais tout à l'heure, mais du coup, voici les critères pour intégrer un perchoir. Donc toute personne qui cherche à s'inscrire à un perchoir va pouvoir observer ce petit message un peu en pop-up qui va apparaître. Mais donc comme vous voyez, ça reste quand même un peu sur la base d'une auto-évaluation. On parle de ne pas être en période de crise. Là, sur cette version-là, ça n'a pas été actualisé, mais on parle aussi de ne pas être hospitalisé en prévenant la personne que si elle est amenée à être hospitalisée durant le cycle de perchoir, elle ne pourra pas suivre son perchoir durant son hospitalisation. Alors, cette logique-là, elle n'est pas du tout punitive. C'est plutôt de se dire justement que si la personne elle est hospitalisée, nous, on veut qu'elle puisse profiter à 100% de ce soin qu'elle reçoit en hospitalisation et éviter qu'il y ait, on va dire, trop de branches et de ramifications à ce moment-là dans sa prise en charge, qu'elle puisse vraiment se focaliser sur une prise en charge médicalisée. Et nous, évidemment, on sera là à sa sortie, à l'attendre pour qu'elle puisse reparticiper à un perchoir. Voilà, et puis après, il y a des enjeux, on parlait du cas tout à l'heure, mais de présence aux séances, parce qu'encore une fois, c'est important pour préserver la dynamique du groupe et le sentiment de sécurité, d'espace bienveillant. C'est-à-dire que quand on connaît tout le monde et que chacune est présent à chaque séance, ça renforce cette impression d'un groupe soutenant. Quand il y a des disparités dans le groupe et que des personnes ne sont plus là, en fait, ça peut générer des inquiétudes. Et c'est assez présent parfois quand quelqu'un n'est pas venu. On reçoit bien évidemment des messages des animateurs et animatrices, mais on reçoit aussi des messages des participants ou participants. Donc ça montre aussi à quel point ce groupe, sur cette temporalité de 3 mois, il est vraiment assez crucial. Donc voilà, de préserver un peu cet espace en demandant une forme de régularité. Euh, et ensuite, toujours un petit peu sur cet accompagnement des animateurs ou animatrices. Donc, je vous parlais tout à l'heure des groupes d'échange de pratiques donc, qui ont lieu une fois par mois, que je co-anime du coup avec les pilotes de pôle. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ou bien parler ensemble des difficultés qui sont rencontrées ou qui ont été rencontrées dans le mois précédent pour les animateurs ou animatrices. Mais c'est aussi de se partager des bonnes pratiques. Donc, parfois, il n'y a pas eu de difficultés rencontrées, et tant mieux. Mais donc, ça ne veut pas dire que le groupe d'échange de pratiques, il n'est pas nécessaire pour autant, parce que justement, on peut essayer d'anticiper et de se projeter. Tiens, s'il se passe telle situation, comment on gère, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça permet de lever aussi beaucoup d'appréhension ou de crainte. Il y en a qui me disent, bah voilà, ça s'est jamais produit ce cas de figure, mais je m'imagine toujours que ça pourrait arriver, comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc voilà, aussi d'apporter un petit peu plus d'apaisement pour les animateurs ou animatrices. Et puis, c'est aussi un important élément pour générer de la cohésion de groupe. C'est-à-dire que nos pères aidants et pères aidantes, on sait aussi qu'une fois qu'ils ont été initiés à la père aidance, ils se retrouvent parfois dans une pratique qui est assez solitaire. Par exemple, dans le cas d'un perchoir, voilà, vous co-animez à deux, mais on se dit que c'est quand même super important de toujours se sentir soutenu par ses pairs et sentir qu'on continue d'appartenir à un groupe de pères aidants et pères aidantes. Donc voilà, tout simplement aussi pouvoir se retrouver ensemble, parfois de partager quelque chose qui s'est bien passé, ça redonne de l'espoir. Quand on a animé plusieurs séances de perchoir qui ont été rudes, d'entendre que pour d'autres ça se passe bien et que parfois ça peut bien se passer, ça peut se passer de manière apaisée et fluide, voilà, ça remotive, ça remobilise. Donc c'est des moments importants et je vous ai mis quelques situations types qui peuvent être abordées. Donc, par exemple, un ou une participante montre des signes de crise, d'angoisse pendant la séance. Que faire? Un ou une participante se présente à la séance sous l'influence de substances. Pareil, comment gérer ça? Un ou une participante semble en état de dissociation, notamment dans le TPB. On peut se douter que c'est un signe auquel il faut être vigilant parce que ça peut justement montrer qu'il y a eu des contenus à potentiel traumatique un petit peu trop élevés, peut-être qui ont été abordés ou des témoignages qui ont pu un peu heurter ou réactiver. Donc, à la fois être attentif à la dissociation, mais aussi se dire si ça se produit, comment gérer ça. Il y a aussi toujours toute la question de la résonance pour les animateurs et les animatrices. Si en tant qu'animateur ou animatrice, je me sens mal pendant un perchoir, comment est-ce que je fais? Peut-être parce que justement, j'ai des émotions qui se manifestent
comment je gère ça. On parlait des difficultés de respect et de maintien du cadre tout à l'heure, mais c'est des choses qu'on aborde beaucoup, beaucoup en groupe d'échange de pratiques. Et puis, autre question, par exemple, l'hospitalisation d'un participant ou d'une participante pendant le cycle de perchoir. Donc, comment accompagner ça aussi pour que ce ne soit pas vécu de manière trop rude pour la personne concernée qui est hospitalisée, que ça ne réactive pas un vécu abandonnique, notamment dans le TPB, ou un sentiment de rejet. Ah, parce que je suis hospitalisée, je deviens le d'un petit canard et je ne peux plus participer. Voilà, donc de bien réexpliquer le pourquoi du comment. Et puis, indépendamment de ça, il peut y avoir des situations de crise ou des situations délicates qui émergent. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la gestion d'une crise d'angoisse. Ça peut aussi être le partage d'idées noires, d'idées suicidaires pendant une séance. Comment gérer ça? Du coup, on a mis en place plusieurs outils. Il y a des fiches de ressources maintenant qu'on a mises en place. Donc justement, avec à peu près tous les cas de figure possibles et inimaginables qui ont déjà été rencontrés ou qui ont été anticipés. Donc on en a plus de 45 maintenant, j'ai noté quand même de tout ce qui peut se passer dans un perchoir. Et voilà, et c'est important de le faire pour, encore une fois, que nos pères aidants et pères aidantes se sentent outillés. Parce que ce qui est le plus difficile, en fait, c'est parfois pas tant la charge et la responsabilité de la mission, c'est de se sentir trop peu suffisamment formé et de ne pas avoir à disposition des ressources. Et on voit que dès qu'il y a des ressources rédigées, facilement identifiables, vraiment, tout de suite, ça augmente le sentiment de confiance en soi, d'utilité, de capacité, etc. On a aussi mis en place un formulaire de signalement. Ça nous paraît très important, notamment pour, on va dire, faciliter le dévoilement de quelque chose qui aurait pu avoir un lieu et éviter les phénomènes aussi d'événements qui pourraient être silenciés parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, on a peur de partager une situation rencontrée. Donc n'importe qui peut remplir un formulaire de manière anonyme ou non. Et moi, je reçois tout de suite une petite alarme qui me dit que voilà, il y a eu un signalement d'un événement et on met en place ensuite tout un dispositif pour accompagner les personnes concernées. On a aussi, j'ai rédigé des programmes, des protocoles, pardon, de gestion de crise avec vraiment des indications claires, précises et synthétiques, encore une fois, pour outiller au maximum les pères aidants et pères aidantes. On a mis en place des dispositifs aussi de mise en pause ou de mise en bulle pour que les pères aidants ou pères aidantes puissent vraiment s'écouter et écouter leurs limites et ne pas se surinvestir, s'épuiser dans leur mission. Encore une fois, parce qu'on sait que l'engagement bénévole, il peut mener beaucoup à du surengagement et du surinvestissement. Et l'épuisement militant et bénévole, il est dangereux. Donc voilà, de veiller aussi à ça. Une autre spécificité, c'est que pour nos pères aidants et pères aidantes, on a mis en place des directives anticipées. Alors, on s'est inspiré évidemment des directives anticipées en psychiatrie, mais là, vraiment appliquées à la maison perchée. Donc, ça reprend les mêmes éléments, hein. Voilà les premiers signes d'une crise pour moi, qu'est-ce qui peut m'aider dans ces cas-là, vers quelles ressources je peux m'orienter. Mais là, la particularité, c'est aussi de demander à la personne comment elle souhaite être accompagnée par l'équipe de la maison perchée pendant un moment de crise ou de rechute, comment elle souhaite que ce soit communiqué à la communauté, est-ce qu'elle veut que ce soit communiqué ou non, est-ce qu'elle préfère le faire elle-même ou pas. Voilà, et cet outil de sécurisation, vraiment, c'est quelque chose qu'on met en place dès lors qu'une personne intègre l'initiation à la pérédance. Donc, ça lui permet de dire qu'on prend en considération l'éventualité que ça peut arriver. Et on ne demande pas à nos père aidants ou père aidantes d'être infaillibles, loin de là. Et justement, qu'on veut anticiper pour que la personne se sente le mieux accompagnée possible si à un moment donné, il y a une période plus difficile qui est traversée. Et puis, bien évidemment, on met en place un réseau de partenaires, à la fois pour continuer aussi d'apprendre des bonnes pratiques des autres, mais encore une fois, parce qu'on n'a aucunement volonté à pouvoir tout faire et tout gérer. Et le plus important, c'est de savoir vers qui réorienter, comment réorienter. Et voilà, et un petit peu se rapprocher les uns des autres plutôt que d'essayer de faire chacun de son côté. Allez, je te passe le micro pour commencer les témoignages. On a eu quelques retours, notamment de participants à des perchoirs, donc sur des bases de questions qu'on a posées. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ton expérience au sein du groupe de parole Le Perchoir et en quoi cela a pu contribuer à ton chemin de rétablissement?
Donc, quelques réponses. Je vous propose de les lire rapidement, et puis on passera comme ça aux questions. Nous étions un petit groupe de personnes concernées par le même trouble, ce qui a facilité les échanges et le partage. Beaucoup de validation et de soutien essentiels pour se sentir en sécurité et en confiance. J'y ai rencontré de chouettes personnes et trouvé beaucoup de ressources. Je me suis sentie moins seule et j'ai trouvé un écho puissant dans les expériences des autres. Cela m'a aidé. Cela m'a demandé un grand effort pour sortir de ma zone de confort et faire face à mon anxiété. Mais ça a été très agréable de pouvoir écouter des expériences parfois très différentes de la mienne, de savoir qu'il existe une multitude de façons de vivre avec ce trouble. J'ai participé au groupe de parole Borderline quelques mois après mon diagnostic. Bénéfice, voir les gens réels qui vivent les mêmes émotions, pas être jugée, me sentir comprise, découvrir un cadre bienveillant. Je trouve que le partage de nos vécus fait du bien. Donc ça, c'est globalement des retours qu'on a eus qui sont des retours positifs. Donc, bonne nouvelle pour nous. On a aussi posé une autre question un petit peu plus large, plus sur le format en tant que tel de groupe de parole et de demander aux personnes qui ont répondu à cette question si elles pensaient que ce format de groupe de parole, c'était une ressource utile dans le rétablissement du trouble borderline. Donc, on a eu plusieurs témoignages également. Là, le premier que je vous lis, c'est ce format de groupe de parole est particulièrement adapté si les personnes sont stabilisées. Donc, on en parlait tout à l'heure, ça fait partie justement aussi des critères pour pouvoir rejoindre les perchoirs, car il est important que tout le monde puisse se sentir libre de parler ou d'écouter. J'ai vraiment apprécié les échanges qui résonnent pour certaines personnes et qui donnent de l'espoir pour d'autres. Le fait de pouvoir s'identifier à d'autres parcours et y trouver une connexion pleine de soutien et de validation que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. J'insiste sur ce point parce que la notion d'espoir, elle est aussi très nettement incarnée par le fait que les groupes soient animés uniquement par des pères aidants et des pères aidantes. C'est-à-dire, je vois que les personnes qui animent sont elles-mêmes des personnes concernées qui aujourd'hui sont plus avancées que moi sur le rétablissement et peuvent même animer un groupe de parole. Donc c'est ça, je pense, l'élément clé. De cette expérience, je garde les rires, les sourires, les larmes d'empathie, le soutien, les hochements de tête validants et les incitations à être fier de soi et de tout le chemin parcouru. Les limites de ce format, pour moi, relèvent de la personnalisation du format et contenu du perchoir, qui ne doit pas être seulement dupliqué sur le modèle des autres, bipolaire, schizophrénie, etc., mais adapté aux besoins des personnes ayant un TPB, de leur trigger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on a conscience et qu'on essaye de toujours développer davantage. Voilà, donc vraiment d'adapter à chacun des troubles. Et donc, je pense que c'est très enrichissant d'avoir le point de vue d'autres personnes souffrant de la même maladie, de pouvoir être écouté, compris, entendu et de pouvoir écouter et comprendre les autres, de savoir que l'on n'est pas seul. Cependant, je trouve cela limité. On pourrait se reposer un peu trop sur les autres, en attendre trop d'eux, alors qu'ils ne sont pas là pour nous guérir. C'est une aide à considérer, mais uniquement en complément d'une thérapie déjà bien installée. Donc là, une belle preuve d'insight, et c'est souvent ce qui revient aussi pour les participants, de bien dire que du coup, c'est un complément, mais que ça ne devrait pas remplacer en fait la prise en charge et les soins. Encore une fois, comme le disait Alice, la vocation de la Maison Perchée, c'est vraiment d'arriver en maillon complémentaire et pas en opposition. Et donc, c'est très clair qu'au niveau des participants, c'est aussi le sujet. Donc ça, c'est les petites les sources bibliographiques. Voilà, s'il y avait intérêt. Des questions?